Un jeune garçon nommé Nakamura déménage de Tokyo à Okinawa et a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école. Il rencontre une fille, Ina, dont il tombe amoureux. Cependant, un obstacle se présente, elle lui parle dans le dialecte local, l'okinawaien, qu'il ne comprend pas. Malgré cette barrière linguistique, Nakamura est déterminé à communiquer avec elle, ce qui mène à des moments à la fois amusants et touchants, alors qu'ils tentent de surmonter leurs différences et de se rapprocher d'elle dans cet environnement inconnu. Lors de leurs échanges, Nakamura se sent exclu, incapable de comprendre ce qu'elle dit. Heureusement, un camarade de classe nommé Iga intervient pour traduire les paroles de Ina. Petit à petit, Iga aide Nakamura à surmonter cette barrière linguistique. Nakamura devient plus à l'aise grâce aux traductions, ressentant un mélange de frustration, de jalousie et d'admiration en voyant le lien étroit qui unit Iga et Ina. Malgré les défis, Nakamura commence à établir une connexion avec Ina grâce à l'aide précieuse de Iga. Cela mène à de petits moments de soutien et de compréhension entre eux. Nakamura se sent coupable de toujours compter sur son camarade Iga pour traduire. Pour la remercier, il lui propose une boisson fraîche, mais Iga insiste qu'il n'a rien à lui offrir en retour, heureuse de pouvoir l'aider. Nakamura admet que le dialecte est difficile, bien que Iga prenne secrètement plaisir à l'aider et souhaiterait lui dire qu'elle aime passer du temps avec lui. Plus tard, lorsqu'Ina parle à Iga en dialecte, Nakamura essaie de comprendre en prenant des notes, mais Iga le rassure rapidement en disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de la signification. Iga est secrètement soulagé que Nakamura ne maîtrise pas encore le dialecte. Alors qu'il marche avec Ina vers l'école, ils discutent d'émissions télévisées. Nakamura avoue qu'il a du mal à comprendre son accent, ce qui rend la communication difficile. En chemin, il aperçoit Iga et l'interpelle. À sa grande surprise, une foule de personnes se retourne, répondant tout au nom de Iga. Il découvre que Iga est un nom très courant à Okinawa. À l'école, Ina lui explique que s'il appelle quelqu'un du nom de Iga dans un grand groupe, cela peut provoquer une confusion, car beaucoup partagent ce nom de famille. Pour plaisanter, Nakamura compare cela à un scénario de film de zombies et dit que c'est comme un nom aussi commun que Tanaka. Iga rit et lui fait remarquer que Tanaka est en réalité un nom assez rare. Nakamura, soucieux d'éviter de créer des malentendus, promet d'être plus prudent lorsqu'il appelle Iga. Ina lui suggère alors d'utiliser simplement son prénom. Elle explique qu'à Okinawa, l'utilisation des prénoms est plus fréquente, car de nombreuses personnes partagent le même nom de famille. Elle ajoute que son prénom est Kana, ce qu'elle trouve mignon, et encourage Nakamura à l'utiliser. Après les cours, Nakamura croise Iga sur le chemin du retour. Il hésite, se rappelant le moment gênant de plus tôt. Un peu embarrassé, il l'appelle par son prénom, Kana-san. À sa grande surprise, les passants réagissent avec choc. Nakamura, confus, se demande s'il a fait une erreur. Une femme âgée à proximité commente que cela sonnait très romantique, laissant entendre qu'il a mal prononcé son prénom. Elle explique que la manière dont il a prononcé cela pourrait signifier « je t'aime » dans le dialecte local. Nakamura tente de se corriger, mais Iga semble ne pas remarquer la situation. La femme, en plaisantant, suggère que Iga devrait répondre à son petit ami, ce que Iga nie rapidement. Nakamura, toujours troublé et ne comprenant pas tout à fait, lâche une autre variation de son prénom. Le lendemain, Nakamura rencontre un enfant en pleurs dans la rue et essaie de le réconforter, mais l'enfant se met à pleurer encore plus fort. Iga et Ina arrivent bientôt, et Ina parle à l'enfant dans le dialecte local. Nakamura peine à comprendre à cause de l'accent prononcé. Iga intervient pour expliquer qu'Ina demande à l'enfant s'il est perdu. Nakamura devine que l'enfant a trébuché en cherchant sa mère. Ina rassure l'enfant en disant que tomber a dû être surprenant et ajoute une phrase réconfortante dans le dialecte local. Curieux, Nakamura demande à Iga la signification de cette phrase. Iga explique qu'il s'agit d'une expression traditionnelle d'Okinawa appelée Mabuidumi, souvent utilisée par les grands-mères. L'enfant continue à chercher sa mère, mais Ina, avec humour, lui dit qu'Okinawa est petite et qu'il n'a pas besoin de se presser. Une fois que l'enfant perdu est réuni avec sa mère, il dit à Ina qu'il n'a pas compris grand-chose de ce qu'elle a dit et lui demande de répéter. Ina, surprise, remarque que les enfants d'aujourd'hui ne parlent pas très bien le dialecte local, l'okinawaien. L'enfant tente de la réconforter en disant qu'il a compris une partie de ce qu'elle a dit. Ina réfléchit alors à quelque chose que sa grand-mère lui avait partagé à propos de la culture d'Okinawa. Au lieu de dire au revoir, les anciens disent souvent à bientôt ou à demain, car ils croient qu'ils se recroiseront tant qu'ils restent sur l'île. Cette phrase porte une signification plus profonde, symbolisant des liens qui perdurent au-delà de cette vie. Alors qu'ils se rendent à l'école, Ina partage une réflexion qu'Iga traduit pour Nakamura. Elle lui dit que l'enfant qu'ils ont aidé semblait réticent à partir. Nakamura trouve ce moment touchant, mais les choses prennent une tournure surprenante lorsqu'il rencontre un taureau géant bloquant leur chemin. Nakamura, effrayé, demande pourquoi le taureau est là. Iga explique que c'est la saison des combats de taureaux et qu'ils entraînent le taureau sur la plage. Nakamura, encore sous le choc, commente à quel point cela est inattendu. Ina fait remarquer que la surprise a fait s'échapper son âme de son corps et lui propose un remède traditionnel d'Okinawa appelé Mabuidumi pour le réconforter. Bien que Nakamura soit hésitant,
Ina lui explique que ce remède est beaucoup plus fort pour les adultes et peut être assez intense. Elle plaisante en disant que les vieilles dames d'Okinawa sont encore plus puissantes avec ce remède. La scène se termine avec Ina rappelant avec humour au propriétaire du taureau de ramasser les déchets de l'animal, ce qu'il accepte de faire. Plus tard, à l'école, Nakamura est surpris lorsqu'un de ses camarades mentionne le sata andagi, un dessert frit enrobé de sucre. Réalisant qu'il ne l'a jamais goûté, il exprime son intérêt à y goûter, et plusieurs camarades de classe proposent de lui en apporter. Shimoji propose que sa grand-mère prépare des sata andagi et les apporte à l'école le lendemain. D'autres camarades de classe, comme Naguna et Enima, offrent également de lui en apporter, ce qui fait sentir à Nakamura qu'il a soudainement gagné en popularité. Alors qu'il commence à se demander s'il est en train de devenir populaire, une fille assise derrière lui explique qu'il est victime d'un phénomène appelé Kami-Kami Attack. Elle décrit cela comme une situation dans laquelle les visiteurs à Okinawa sont submergés de nourriture, surtout lorsqu'ils visitent la maison d'un parent, car les habitants d'Okinawa ont un fort désir de partager leur nourriture avec leurs invités. Nakamura est un peu surpris par cette idée, mais trouve cette tradition intéressante. Pendant ce temps, Ina demande si Kana pourrait aussi en préparer. Le lendemain, Nakamura découvre que sa table est couverte de sata andagi que ses camarades ont apporté, et Ina le surprend en lui apportant également des sata andagi. Il la remercie, pour découvrir que ce sont en réalité les sata andagi préparés par sa grand-mère. Reconnaissant, Nakamura apprécie la grande quantité qu'elle lui a donnée. Alors que Ina salue Kana, Nakamura fait de même, mais il remarque que Iga semble étrangement embarrassée et silencieuse. Il lui demande si quelque chose ne va pas, mais Iga nie et commence à prendre de profondes respirations, ne pouvant pas expliquer ce qui la dérange. Plus tard, Iga se sent partagée à propos des sata andagi qu'elle a faites pour Nakamura, regrettant de ne pas les lui avoir donnés plus tôt. Lorsque Nakamura remarque qu'elle semble déprimée, il lui demande si tout va bien, ce qui fait se demander à Iga si cela signifie qu'il se soucie d'elle. Juste à ce moment, Ina mentionne que les sata andagi de Kana étaient délicieuses, ce qui fait penser à Nakamura que Iga pourrait aussi lui avoir fait des sata andagi. Iga lutte pour savoir comment répondre, mais décide finalement d'offrir les sata andagi qu'elle a faites elle-même. Nakamura la remercie et plaisante en disant que son Kami-Kami Attack est arrivé un peu tard, et ils savourent ensemble les friandises. Nakamura est touché par la gentillesse de tous ceux qui l'entourent, surtout lorsque des camarades d'autres écoles apportent des sata andagi. Reconnaissant pour l'accueil chaleureux, Nakamura exprime combien il est heureux d'être à Okinawa. Kana rencontre Ina et Nakamura, tous deux un peu perplexes, fixant un homme près de la mer. Nakamura ne comprend pas bien la situation, mais Kana capte rapidement ce qui se passe et lui explique que Ina aime les vieux. Cela choque Nakamura, amoureux de Ina, mais il essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement d'une manière maladroite d'exprimer son appréciation pour eux. Cependant, il devient évident qu'Ina préfère vraiment les vieux et ne veut pas que Kana le divulgue, car cela la gêne. Nakamura essaie de ne pas comprendre, car il ne parle pas l'okinawien. Malheureusement, Ina avoue adorer les baisers, ce qui déprime de plus en plus Nakamura. Comment la fille qu'il aime peut-elle avoir une telle préférence pour les vieux? Et de plus, Ina et Kana aiment les baisers, surtout Kana, qui les trouve très savoureux. Nakamura remarque alors un détail étrange, des baisers savoureux. En réalité, les vieux et les baisers désignent des poissons, un détail qu'il découvre après quelques recherches. L'homme que Gina observait sérieusement est en fait le frère de Kana, venu pêcher. Après cette découverte, Nakamura se sent beaucoup plus tranquille. Il remarque aussi que le frère de Kana ne semble pas si vieux. Ce dernier rencontre Nakamura et lui conseille de manger plus de poissons. Par la suite, Nakamura est particulièrement excité. Il est à Okinawa, avec du soleil, du sable et de la mer, un véritable rêve pour quelqu'un venant de Tokyo qui n'a jamais vu la mer. Il est enthousiasmé, surtout parce qu'ils ont une fête de classe à la plage. Ina et Kana arrivent pour l'aider, et le frère de Kana, Tetsu, lui rappelle qu'il doit bien s'hydrater, car Kana oublie souvent de boire. Nakamura découvre alors une particularité d'Okinawa qu'il ne connaissait pas à Tokyo. Là-bas, les gens ne sont pas très ponctuels. À Tokyo, tout le monde arrive en avance, mais à Okinawa, il est normal d'arriver à l'heure ou un peu en retard. Cela surprend Nakamura, mais c'est une habitude des Okinawais. Enfin, tout le monde arrive et la fête commence. Il prépare beaucoup de choses, mais ce que Nakamura attend le plus, c'est de pouvoir enfin nager, car c'est ce qu'on fait lors d'une fête à la plage. Mais au lieu de cela, ils enchaînent des activités typiques des Okinawais à la plage, aucune n'impliquant de se jeter dans l'eau. La soirée avance et tout le monde se prépare à rentrer chez soi. Nakamura se demande pourquoi personne ne s'est baigné. On lui explique que cela vient de la musamusha, un terme qui n'existe pas en japonais. Nakamura n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais il apprend que cela pourrait se traduire par collant, ce qui explique pourquoi personne ne veut se baigner, ils ne veulent pas sortir de l'eau tout collant et inconfortable. Comme il ne savait pas que ce mot, musamusha, n'existait pas en japonais, tout le monde était un peu déprimé, car personne, même les plus âgés, ne savait que ce mot n'existait vraiment pas en japonais. Après cela, nous avons eu une journée normale de cours où Kana a dû faire quelques trucs,
donc Nakamura est resté seul avec Ina et ils pouvaient rentrer chez eux ensemble. Il voulait trouver une occasion de se rapprocher d'elle, ce qui ne se produira pas parce qu'il a commencé à pleuvoir. Oui, il a commencé à pleuvoir énormément, mais il était content parce qu'il avait un parapluie et il pouvait vivre cette scène typique des mangas et des animes où les deux se partagent le même parapluie. Cependant, il pensait qu'il était en train de trop rêver, et effectivement, il avait raison, car à Okinawa, lorsqu'il commence à pleuvoir, personne n'utilise de parapluie ou très peu. Pourquoi? Parce que la pluie est souvent accompagnée de vents forts, et avoir un parapluie devient un peu compliqué. Il se retourne, s'envole et devient surtout une gêne. Mais bien sûr, Nakamura ne le savait pas et il a été surpris de voir que tous les autres garçons, ses camarades, et même Ina, marchaient sous la pluie sans problème. De plus, les averses durent rarement longtemps, donc il y a du soleil, puis soudainement de la pluie, puis le soleil revient, et ainsi de suite. Nakamura a essayé de lui offrir son parapluie, mais le soleil est apparu et disparu. À un moment donné, il lui a dit qu'elle était en train de se mouiller trop et qu'elle pouvait utiliser son parapluie, mais Ina l'a regardé, et l'eau avait un peu traversé sa blouse, ce qui laissait entrevoir son soutien-gorge. Embarrassé par la situation, Ina s'enfuit sans retourner. En chemin, Nakamura a rencontré Kana, qui était assise tranquillement, et observait Ina et des enfants jouant sur les bords de la mer. Nakamura se souvint que c'était là qu'il avait rencontré Iga, et bien sûr, Iga se souvenait de tout cela parce que c'est là qu'elle était tombée amoureuse de lui. Nous revenons un peu en arrière, au jour où Nakamura est arrivé à Okinawa. À Tokyo, il y avait une tempête de neige, et maintenant, il était à Okinawa, assis sur un banc, mourant de chaleur, un magazine dans la main. Un enfant s'approcha de lui et lui demanda comment il pouvait avoir ce magazine, puisqu'il n'était même pas encore sorti, et se demanda s'il était un voyageur du temps ou quelque chose comme ça. C'était simplement parce que ce magazine sort les lundis à Tokyo, mais à Okinawa, il sort les mardis en raison du temps qu'il faut pour l'acheminer. Et c'est ce que Kana a dû expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent tout ça. En comprenant cela et sachant que le magazine lui arrivait le mardi, Nakamura lui a donné celui qu'il avait déjà lu. C'est là qu'il a pu se rapprocher de Kana, et elle lui a demandé d'où il venait, et tout ça. Un vent souffla et emporta la casquette que Kana portait, et elle faillit tomber dans l'eau, mais Nakamura courut et la rattrapa avant qu'elle ne soit mouillée. C'était vraiment génial, et Kana, évidemment, depuis ce moment-là, a commencé à ressentir quelque chose pour lui. Le problème, c'est que Nakamura ne sait pas nager. Finalement, il finit quand même par mouiller la casquette, ce qui fut un peu pathétique. Les enfants se sont bien sûr moqués, mais pas seulement lui ne savait pas nager, Kana non plus. Il a eu peur en essayant de récupérer sa casquette, et avec cela, elle est tombée amoureuse de lui. Nous revenons au présent, où il parlait et se souvenait de tout cela, et Kana semblait très heureuse qu'il puisse s'en souvenir. Ina pleurait toute cette histoire, parce qu'elle ne savait pas que le Jusp sortait un jour plus tôt à Tokyo, ce qui lui semblait vraiment injuste. Ce jour-là, quand Kana et Nakamura se sont rencontrés pour la première fois, elle aurait voulu continuer à lui parler. Elle ne savait pas si elle le reverrait, mais elle fut surprise de le voir entrer dans le même institut et même dans la même classe. Elle était vraiment surprise et voulait lui parler, mais ne savait pas comment faire. De son côté, Nakamura était assez gêné parce qu'il voulait aussi être ami avec elle, mais tout le monde se connaissait sauf lui, car il était le seul à ne pas être originaire de l'île. C'est là qu'Ina apparaît dans l'histoire. Elle s'approche pour parler à Nakamura en Okinawa, et comme il ne comprend pas, c'est le moment pour Kana d'entrer et de pouvoir traduire, utilisant cela pour pouvoir lui parler. Dans une autre scène, nous voyons Nakamura prendre des photos de statues de Shiza, ce qui suscite la curiosité de ses amis Ina et Kana. Ina regarde son album photo et découvre qu'il est rempli de clichés de statues Shiza, ce qui pousse Kana à se demander si Nakamura demande toujours la permission avant de prendre ses photos. Nakamura montre ensuite une photo de son ancienne maison, qui inclut une gare, ce qui enthousiasme Ina, car les trains n'existent pas à Okinawa. Plus tard, Nakamura fait un commentaire désinvolte sur la mignonnerie des visages des Shiza, ce qui surprend les autres. Pacha explique alors que, dans la culture okinawaïenne, les visages des Shiza sont en réalité considérés comme peu attirants. Cela amène Nakamura à remettre en question sa perception de la beauté, tandis que Kana réfléchit aux préférences de Nakamura. Ina lui enseigne ensuite la signification des statues Shiza à Okinawa. Lorsqu'elle dit quelque chose en dialecte okinawaïen, Nakamura est confus, et Kana lui explique. Ina révèle que le Shiza mâle, à droite, ouvre la bouche pour attraper les mauvais esprits et empêcher leur entrée dans la maison, tandis que le Shiza femelle, à gauche, garde la bouche fermée pour conserver les bénédictions. Ina ajoute que les statues de Shiza étaient historiquement fabriquées à partir de matériaux restants utilisés par les couvreurs lors de la construction des maisons. Cela signifie que les anciens Shiza peuvent avoir des apparences uniques, voire étranges, selon les matériaux disponibles. Nakamura est surpris, réalisant que les Shiza ont une histoire plus riche qu'il ne l'imaginait. Ina, ravi que Nakamura commence à s'intéresser à la culture okinawaïenne, continue avec enthousiasme de lui expliquer davantage sur les Shiza. Son enthousiasme est si contagieux qu'elle ne peut s'arrêter de parler,
impatiente de partager tous les détails avec lui. Pendant le déjeuner à l'école, alors que les amis de Nakamura l'invitent à aller au magasin, une annonce du club de diffusion de l'école retentit à travers l'interphone. Le segment commence par une chanson folklorique d'Okinawa, et dès que la musique démarre, tout le monde dans la salle commence à bouger de manière incontrôlable. Nakamura est perplexe, mais Ina lui explique rapidement qu'il s'agit du kashashi, une danse traditionnelle que les Okinawaïens ne peuvent s'empêcher de faire lorsque cette chanson spécifique est jouée. Kana révèle que cette danse fait partie intégrante de la culture et se transmet de génération en génération, même si elle n'est pas officiellement enseignée dans les écoles. Pacha ajoute que le kashashi est courant lors de rassemblements sociaux comme les mariages ou les festivals. Nakamura est émerveillé, et ses amis partagent des histoires sur la façon dont ils ont appris la danse, que ce soit en famille ou lors d'événements locaux. Ina souligne ensuite l'importance culturelle plus profonde du kashashi, expliquant que ce n'est pas seulement une danse, mais une partie intégrante de ce que signifie grandir à Okinawa. Elle ajoute que Nakamura pourrait un jour l'apprendre à ses enfants s'il épouse quelqu'un d'Okinawa, perpétuant ainsi la tradition comme ses grands-parents l'ont fait pour ses parents. Nakamura commence à imaginer un avenir avec Ina et leurs enfants, mais il chasse rapidement cette pensée. Pendant ce temps, Ina imagine un scénario, 50 ans plus tard, où le petit-fils de Nakamura lui demande d'enseigner la danse kashashi. Elle imagine Nakamura répondant qu'il ne sait pas danser, ce qui la pousse à s'inquiéter pour l'avenir de l'enfant. Déterminée à l'aider, Ina insiste pour que Nakamura apprenne la danse afin qu'il puisse l'enseigner à son petit-fils. Cependant, Nakamura a du mal à l'apprendre, ce qui pousse Ina à demander l'aide de Kana. Kana, gênée, révèle qu'elle aussi imaginait un avenir où elle et Nakamura auraient des enfants ensemble. Embarrassée par ses propres rêveries, elle les rejette rapidement. La scène passe à l'après-école, où Ina et un groupe de camarades de classe sortent discrètement pour se rendre dans un salon traditionnel okinawaïen pour profiter de quelques collations. Nakamura, curieux, demande pourquoi ils se cachent. Ina explique qu'ils ne veulent pas être pris en train d'acheter des snacks après l'école. Nakamura, pensant que cela pourrait être quelque chose de plus grave, réalise finalement qu'il s'agit simplement d'une visite décontractée au salon. Au salon, Nakamura hésite sur ce qu'il doit commander et décide de copier les choix de ses amis. Ina commande du zanzai, ce qui choque Nakamura, car il s'attendait à quelque chose de différent. Alors qu'ils profitent de leur repas, Nakamura reste confus au sujet du plat, mais il continue de manger et de discuter. Ina dit quelque chose en dialecte okan, ce que Nakamura trouve mignon même s'il ne le comprend pas. Kana, qui essaie de traduire pour lui, semble déçu, ce qu'un de leurs camarades remarque. Le garçon intervient et traduit pour Ina, disant qu'elle parle de la délicieuse saveur de la nourriture. Kana semble frustré, et le scénario se répète alors que Ina parle à nouveau en okan. Kana tente de traduire, mais un autre camarade s'en charge à sa place, ce qui accentue l'agacement de Kana. Alors que l'agacement de Kana grandit, une camarade comprend ce qui se passe lorsqu'elle retourne chercher son portefeuille oublié. En revenant, elle entend Ina parler en okan et, lorsque Kana traduit, elle réalise pourquoi Kana est irrité. Les taquineries s'intensifient à mesure que les camarades commencent à remarquer les réactions et les sentiments de Kana. La scène se termine dans une ambiance légère, avec tout le monde riant et taquinant gentiment Kana, qui rougit face à la situation, tandis que Ina parle de zanzai de manière désinvolte. Plus tard, Nakamura assiste au festival Eza de la ville d'Uruma, un événement traditionnel d'Okinawa connu pour ses tambours et ses danses énergiques. En regardant la performance de l'association de jeunes de Bushikawa, Nakamura est impressionné et ravi d'être venu. Il se souvient que ses amis l'avaient invité et, bien qu'il ne sache pas au départ ce qu'était l'Eza, il est maintenant captivé par l'énergie et l'excitation du festival. Pendant l'événement, Nakamura remarque de nombreux couples et imagine ce que ce serait d'y venir un jour avec Ina. Cependant, il rejette rapidement cette idée, doutant qu'elle veuille y aller avec lui. Indécis sur ses sentiments, il n'a jamais eu le courage de les lui avouer. Alors qu'il observe les performances, Nakamura est fasciné par les danseurs, admirant la prestance des garçons et la beauté des filles. Cependant, son attention se porte sur Ina, qui se distingue par une tenue inhabituelle et une danse différente des autres. Au lieu de continuer la danse, Ina s'adresse au public, ce qui pousse Nakamura à penser qu'elle manque peut-être de confiance en elle pour danser. Il suppose qu'elle essaie d'interagir avec la foule à sa manière. Suzu et Naoya rejoignent Nakamura, et Naoya lui suggère de porter plus d'attention à Ina. Nakamura commence alors à remarquer l'enthousiasme qu'elle suscite. Naoya lui explique que Ina joue le rôle de Shondara, une position bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Le rôle de Shondara implique bien plus que de danser, il s'agit de gérer les participants, d'organiser les séquences, de donner le signal pour les chansons et de veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Naoya ajoute que cette responsabilité nécessite une grande observation et beaucoup de détails. Nakamura réfléchit à son premier jour d'école, se rappelant comment Ina l'avait approché gentiment lorsqu'il était seul, le faisant se sentir le bienvenu. Alors que les sons du festival le ramènent au présent, Nakamura réalise qu'il n'a jamais vraiment remercié Ina pour sa gentillesse. Pendant le festival, il tente de lui exprimer sa gratitude, mais il a du mal à trouver les mots justes.
Bien qu'il veuille lui dire merci, il devient nerveux et hésitant. Finalement, Nakamura reste indécis, partagé entre l'idée de lui avouer ses sentiments ou simplement de lui montrer sa reconnaissance. La scène se termine sur son dilemme, ses pensées restant inexprimées pour le moment. Nakamura tente d'avoir une conversation sérieuse avec Ina, mais est soudainement pris d'un fou rire. Il commande son maquillage, qui semble avoir un effet plus prononcé que d'habitude, ce qui pousse Ina à expliquer qu'elle fait juste quelques retouches pour une photo. Nakamura rit, puis la rassure en disant qu'il n'allait rien dire d'important. Ina balaie cela d'un revers de main et mentionne une tradition à Okinawa selon laquelle il y a toujours quelque chose de spécial prévu pour la finale d'un événement. Puis, l'animateur annonce une danse traditionnelle au camp, le kashashi, et tout le monde se rassemble pour y participer. Nakamura est fasciné par la façon dont les gens se rapprochent pendant la danse. Pikachu lui explique que c'est une coutume lors des festivals ou des événements, qui se terminent toujours par une activité de groupe. Nakamura remarque à quel point tout le monde est serré, mais Kana remarque qu'il ne participe pas et le taquine sur le fait qu'il ne danse pas. Nakamura, un peu mal à l'aise, avoue qu'il n'est pas très doué pour la danse. Kana dit qu'elle fait une pause, et Nakamura, admirant Okinawa, exprime qu'il découvre de nouvelles choses chaque jour, notamment les traditions anciennes qui sont toujours bien vivantes dans la culture. Kana mentionne qu'il y a un festival Isa chaque semaine à cette période de l'année, et Nakamura affirme que Kana aime Okinawa autant qu'il le pense. La conversation dérive alors sur l'adaptation de Nakamura, qui remercie Kana de l'avoir aidé à tout comprendre. Kana rougit et admet qu'elle aime discuter avec lui. Elle partage le fait qu'elle découvre elle-même de nouvelles choses sur Okinawa, qu'elle n'avait jamais réalisées comme étant uniques à l'île, car elles lui semblaient naturelles. Nakamura, pensant être un fardeau pour elle à cause de toutes les traductions nécessaires, la remercie de toujours l'aider à comprendre la culture. À sa grande surprise, Kana répond qu'elle traduit parce qu'elle en a envie, et non parce que c'est une corvée. Nakamura est intrigué et commence à considérer que Kana veut qu'il comprenne la culture au camp plus profondément. Kana, avec un ton plus sérieux, explique que si elle l'aide, c'est parce qu'elle veut passer plus de temps à lui parler, pas seulement pour lui faire des traductions culturelles. Cette déclaration désarçonne Nakamura, qui pense qu'elle passe tout ce temps à l'aider parce qu'il ignore la culture au camp et trouve cela attentionné de sa part. Il lui exprime sincèrement sa gratitude pour sa gentillesse. De son côté, Kana commence à paniquer intérieurement, réalisant que ses paroles pourraient être mal interprétées. Elle se demande si elle vient de lui avouer ses sentiments, gênée. Elle s'excuse maladroitement, craignant d'avoir dépassé une limite. Nakamura, sans comprendre son hésitation, la rassure en disant que cela le rend heureux de savoir qu'elle veut l'aider, et qu'il ressent la même chose, il veut en apprendre plus lui aussi. Kana, toujours troublée, pense que Nakamura est peut-être plus intéressé par elle qu'elle ne l'avait cru, bien qu'elle ne soit pas certaine de ce qu'il voulait dire exactement. Plus tard, Nakamura plaisante en disant qu'il veut découvrir la culture au camp de manière pratique, en voulant essayer toutes les traditions par lui-même. Kana, confuse par son choix de mots, demande des précisions. Nakamura, un peu embarrassé, clarifie qu'il veut juste s'immerger dans la culture, des traditions aux habitudes quotidiennes. Kana, réalisant le malentendu, pousse un soupir de soulagement mais reste légèrement troublé. Nakamura lui exprime encore une fois sa gratitude et lui dit qu'il veut aussi faire de son mieux. Gêné, il lui demande si elle peut faire une dernière chose pour lui. Alors que la conversation continue, la scène se recentre sur leurs camarades qui dansent, puis qui remarquent Nakamura et Kana en train de danser ensemble. Le lendemain, en se rendant à l'école, Ina siffle, et Nakamura, impressionné, lui dit à quel point elle avait l'air cool en le faisant au festival. Il avoue qu'il s'entraîne mais qu'il n'y arrive toujours pas. Ina sourit et confirme, tandis que Kana taquine Ina en faisant remarquer que Nakamura rougit. Ina parle ensuite en okinawaïen, et Nakamura, perdu, demande ce qu'elle a dit. Kana traduit qu'Ina propose de lui apprendre à siffler et suggère d'aller à la plage pour la leçon. Pacha intervient et explique que siffler lors des festivals et des mariages est une coutume répandue à Okinawa, car cela s'accorde avec le son du sanshin, un instrument traditionnel. C'est pourquoi cette pratique est plus courante à Okinawa que dans le reste du Japon. Sur la plage, Ina explique que c'est un endroit où l'on peut faire du bruit sans déranger personne. Elle raconte que, quand elles étaient enfants, Kana et elle ont appris à siffler grâce à quelqu'un de l'île. Nakamura tente alors de siffler mais échoue, créant un moment comique. Il rit et avoue son échec. Ina essaie alors de lui apprendre en parlant en dialecte au camp. Nakamura, ne comprenant rien, lui fait savoir qu'il ne suit pas du tout. Ses petits frères et sœurs commencent alors à la taquiner en disant qu'elle est une mauvaise professeure, ce qui la laisse bouche bée. Kana prend alors le relais et explique la technique à Nakamura. Elle lui dit d'utiliser ses index au lieu de former un cercle avec ses doigts et de les placer dans sa bouche jusqu'à la première phalange, tout en positionnant sa langue vers le haut. Nakamura regarde attentivement et comprend mieux la technique. En remarquant la gêne de Kana en expliquant, leur camarade rit doucement, la taquinant. Kana, embarrassé, essaie de garder son calme, mais sa petite sœur, voulant mieux voir, lui demande de refaire la démonstration. Finalement, après plusieurs tentatives, tout le monde parvient à siffler. Nakamura réussit et remercie Kana,
qui lui répond avec un sourire tendre. Nakamura vit à Okinawa depuis 4 mois maintenant, mais il y a encore quelque chose dans cet endroit qui ne lui convient pas tout à fait. Un jour, Nakamura est avec ses amis, et l'un d'eux lui demande s'il veut aller aux toilettes. Nakamura acquiesce et le suit sans poser de questions. Soudain, son ami commence à chanter une chanson aléatoire tout en marchant, puis s'arrête brusquement. Nakamura, perplexe, lui demande ce qui se passe. C'est là que les choses deviennent étranges. L'ami se retourne et lui demande pourquoi il le suit. Nakamura lui répond qu'il lui a dit de venir. L'ami nie catégoriquement, affirmant qu'il n'a jamais invité Nakamura et qu'il avait simplement besoin d'aller aux toilettes. Nakamura insiste, et une dispute éclate entre les deux, chacun niant les paroles de l'autre. L'auteur intervient alors pour expliquer ce qui vient de se passer. À Okinawa, quand quelqu'un dit « faisons quelque chose », cela signifie généralement « je vais faire quelque chose », mais si vous n'êtes pas d'ici, vous pourriez interpréter cela comme une invitation à vous joindre à lui. C'est l'une des nombreuses surprises culturelles que réserve Okinawa à Nakamura. Plus tard, en classe, Nakamura est chargé de nettoyer le tableau. En le faisant, il éternue et remarque que la craie lui est montée au nez. Sa camarade de classe, Ina, trouve cela amusant, tandis que Kana murmure quelque chose d'incompréhensible. Intrigué, Nakamura demande ce que cela signifie. Kana, embarrassé, explique qu'à Okinawa, on dit cette phrase quand quelqu'un éternue. Nakamura, encore plus confus, demande si c'est comme dire « à tes souhaits » ou « prends soin de toi ». Avant qu'il ne puisse obtenir plus d'explications, une autre camarade de classe mentionne nonchalamment que le mot signifie en réalité « mange ta merde ». Shiza intervient pour fournir un contexte culturel. Dans la tradition okinawaïenne, on croyait que des démons provoquaient les éternuements pour voler l'âme d'une personne. Pour les repousser, les gens criaient tape dans le bronze pour chasser les démons. Kana, toujours un peu gêné, explique que c'est une expression courante qu'elle a apprise de sa grand-mère, sans aucune mauvaise intention. Nakamura finit par comprendre que ce n'est pas une insulte, mais simplement une expression culturelle. Après l'école, Nakamura et Ina discutent des croyances anciennes concernant les démons et les âmes volées. Ina plaisante en disant que ces démons pourraient encore exister, et elle taquine Nakamura en faisant semblant d'être un fantôme. Quand Nakamura lui demande si elle essaie de lui faire peur, Ina le rassure en lui montrant les statues de Shiza, des créatures protectrices placées devant les maisons pour repousser les mauvais esprits. Nakamura remarque ces statues partout et se demande si elles font partie de la même tradition. Nakamura remarque des tablettes partout sur les murs et se demande si elles font partie de la même tradition. Cela fait réfléchir Nakamura sur la façon dont les croyances peuvent changer quand on a quelque chose de précieux à protéger. Ina donne ensuite à Nakamura un bouquet d'herbes, expliquant qu'il est utilisé dans les traditions okinawaïennes pour éloigner les démons. Shiza ajoute que ces herbes sont souvent attachées et placées sur la nourriture ou les portes pour éloigner le mal. C'est quelque chose que les grands-mères préparent souvent pour leur famille. Plus tard, Kana, Nakamura et Ina partagent un dernier moment ensemble avant de se séparer. La scène change ensuite pour montrer Kana chez elle, se sentant un peu triste. Elle réalise que cela fait une semaine qu'elle n'a pas parlé à Nakamura et se demande si elle ne le reverra qu'au prochain semestre. Elle envisage de l'inviter à sortir, mais hésite, trouvant l'idée gênante. Elle décide finalement d'aller faire du shopping pour se changer les idées. En attendant le bus, Kana tombe par hasard sur Nakamura. Ils échangent des salutations, et Nakamura mentionne qu'il rentre du magasin. Kana, un peu nerveuse, lui dit qu'elle attend le bus pour aller acheter des vêtements. Nakamura, intéressé, mentionne qu'il a aussi besoin de nouveaux vêtements. Kana, se sentant de plus en plus mal à l'aise, remarque que le bus arrive à l'heure, ce qui est rare à Okinawa. Elle se sent un peu déçue, car elle aurait aimé passer plus de temps avec Nakamura. Elle propose finalement qu'ils aillent faire du shopping ensemble, bien qu'elle ne l'ait pas vraiment prévu. Nakamura, mal interprétant ses paroles, accepte avec enthousiasme. Shiza explique qu'à Okinawa, dire allons faire du shopping est généralement compris comme je vais faire du shopping, mais ailleurs, cela peut être interprété comme une invitation. Nakamura, ravi de l'invitation, remercie Kana, qui réalise qu'il a mal compris mais décide de ne pas corriger. Ils se rendent au centre commercial d'Okinawa, où Nakamura est excité à l'idée d'explorer. Il repère un chemisier et court le montrer à Kana, déclarant fièrement qu'il a acheté une chemise hawaïenne. Kana le corrige en lui disant qu'il s'agit en réalité d'un kariushi, un vêtement formel typique d'Okinawa. Nakamura est surpris et confus, alors Shiza intervient pour expliquer que, bien que les chemises kariushi ressemblent à des chemises hawaïennes, elles sont portées dans des contextes formels et ont été popularisées dans les années 2000. Kana ajoute que les kariushi ont généralement des motifs sur un seul côté, contrairement aux chemises hawaïennes qui sont entièrement imprimées. Nakamura achète finalement une chemise kariushi, et le vendeur suggère à Kana qu'elle pourrait en acheter une assortie, ce qui la fait rougir. Elle nie rapidement être la petite amie de Nakamura, se sentant embarrassée. Pour éviter toute gêne supplémentaire, elle propose de regarder autre chose dans le magasin. Plus tard, Kana et Nakamura discutent de leur malentendu concernant l'expression allons-y. Kana explique qu'à Okinawa, cela signifie généralement qu'elle part seule, mais Nakamura, venant d'ailleurs, l'a interprété comme une invitation. Elle s'excuse pour la confusion,
mais Nakamura est heureux que cela leur ait permis de passer du temps ensemble. Kana admet qu'elle est contente aussi. Ils continuent à profiter de leur journée, faisant du shopping et participant à une activité de tambour. En rentrant en bus, Nakamura commente la quantité de choses qu'ils ont achetées et mentionne un coupon de réduction qu'il a reçu. Il propose de retourner au magasin pour un article que Kana hésitait à acheter. Kana, un peu timide, accepte, et ils rient ensemble en réalisant à quel point leurs interprétations de Allons-y diffèrent. Le lendemain matin, Nakamura se rend à la salle communautaire pour des exercices matinaux. Il est entouré d'un groupe d'enfants curieux qui l'interrogent sur sa vie sur le continent. Ina le rassure en disant qu'il l'adore. Une petite fille lui dit qu'elle a appris à faire un salto arrière, et un autre enfant lui demande s'il a déjà rencontré une célébrité. Nakamura trouve leurs questions adorables et réalise que c'est typique des enfants d'Okinawa. Ina présente ensuite sa grand-mère à Nakamura, expliquant qu'elle connaît tout sur la culture locale. Nakamura remarque à quel point Ina et sa grand-mère se ressemblent. La grand-mère participe aux exercices matinaux, et Nakamura découvre qu'il existe une version okinawaienne de la routine. À la fin des exercices, Ina distribue des tampons aux participants. Nakamura se souvient de son enfance, où collectionner des tampons lui permettait de gagner des prix. Les enfants parlent d'une friandise okinawaienne spéciale, le sata andaji, qu'ils peuvent obtenir en échange de leurs tampons. Motivé par cette récompense, Nakamura participe chaque jour. Le dernier jour, Ina distribue les sata andaji, et Nakamura est touché par la délicatesse de la grand-mère. Ina lui donne le plus gros gâteau, et Nakamura est impressionné par son goût délicieux. Ina mentionne les talents culinaires de sa grand-mère, et Nakamura réalise qu'elle partage le même nom de famille. Les enfants célèbrent leur récompense, et Nakamura plaisante sur l'identité du fabricant des gâteaux, concluant la scène sur une note légère. Quelques jours plus tard, le jour de l'Ukui, Ina et Nakamura sont allés célébrer à la maison de Kana. Il s'avère qu'à Okinawa, le festival Obon est célébré selon l'ancien calendrier japonais et dure 3 jours. Chaque année, l'Obon tombe à une date différente dans le calendrier actuel. Le premier jour, les ancêtres sont accueillis sur l'autel familial. Le deuxième jour, les gens rendent visite à leurs proches et leur apportent des cadeaux. Le troisième jour, les ancêtres sont accompagnés avant de retourner dans l'au-delà. Quand Nakamura est entré dans la maison, il a remarqué que l'ambiance était très animée. Kana et Ina ont rapidement expliqué à Nakamura qu'ils allaient faire un utoto. Cependant, Nakamura ne savait pas ce que cela signifiait. Kana lui a alors demandé de s'agenouiller. Nakamura, ne comprenant pas, a pensé qu'il s'agissait de se mettre à genoux comme pour une demande en mariage. En réalité, à Okinawa, s'agenouiller signifie s'asseoir de manière formelle. Les habitants d'Okinawa ne savent pas que cette expression est locale, ce qui conduit souvent les étrangers à mal interpréter cette action. Nakamura a dit aux filles qu'il n'avait jamais fait cela auparavant, mais il s'est tout de même agenouillé comme pour une demande en mariage. Cela a fait penser aux filles que Nakamura était très chevaleresque. À ce moment-là, une grand-mère est arrivée et a demandé en dialecte s'ils allaient se marier. Kana, toute rouge, a expliqué à Nakamura que la grand-mère voulait simplement qu'ils s'asseyent de manière formelle. En changeant de sujet, Nakamura a remarqué qu'ils avaient mis des fruits sur les autels, ce qui donnait une ambiance très tropicale. Un arbre en particulier a attiré son attention, et il a demandé ce que c'était. Ina lui a expliqué que c'était de la canne à sucre. 2 cannes à sucre sont offertes, une pour ramener les cadeaux à la maison, et l'autre comme un bâton pour que les ancêtres puissent rentrer chez eux. Les ancêtres portent des choses sur leur tête avec ce qu'on appelle un ganshina. Nakamura, en apprenant cela, a raconté que dans l'île centrale, on dit que les ancêtres chevauchent des aubergines pour retourner dans l'au-delà. Après que tout le monde ait dit au revoir au grand-père, ils ont annoncé qu'ils devaient maintenant commencer à donner de l'argent. Nakamura s'est inquiété car il ne savait pas s'il avait de l'argent sur lui, mais Kana lui a expliqué qu'il ne donnait pas de l'argent réel, mais plutôt des ushikabi, des petits papiers jaunes qui sont brûlés pour chaque membre de la famille et chaque visiteur, afin qu'ils puissent l'utiliser comme de l'argent dans l'au-delà. Nakamura a ouvert la fenêtre car la maison se remplissait de fumée, et il a réalisé qu'il célébrait un ESA dans un quartier résidentiel. Kana lui a expliqué qu'elle et Ina étaient autorisées à rentrer plus tôt car elles étaient étudiantes. Elle a également raconté qu'elles avaient participé au Michijin, une parade dans les rues du village où l'on danse les âs pendant l'Obon. Nakamura était excité à l'idée que l'Obon à Okinawa ressemble à un festival, mais il s'est inquiété que le grand-père, depuis l'au-delà, n'apprécie pas qu'un étranger soit dans sa maison. Ina lui a dit qu'au contraire, le grand-père serait heureux car grâce à Nakamura, ils avaient brûlé plus d'ushikabi. Plus tard, ils ont discuté de combien d'argent le grand-père recevrait réellement. Selon Internet, c'était 1 million de yens, mais selon les calculs de Kana, c'était 48 millions de yens. Quelques jours plus tard, ils ont parlé à Nakamura d'un événement qui s'était produit en 1976. Un restaurant d'Okinawa Soba, dirigé par des sœurs, avait été critiqué par un homme de l'île centrale. Il avait apprécié le plat, mais avait contesté le nom Okinawa Soba car les nouilles ne contenaient pas 30% de sarrasin, ce qui est requis pour être appelé soba. Le comité du commerce équitable avait alors interdit l'utilisation du nom Okinawa Soba. Cependant, l'Union des fabricants de nouilles d'Okinawa s'est rebellée,
affirmant que les Okinawa soba faisaient partie de la culture culinaire d'Okinawa. Finalement, le 17 octobre 1978, l'utilisation du terme authentique Okinawa soba a été autorisée. Ina a expliqué à Nakamura que le nom Okinawa soba avait une grande importance pour les habitants d'Okinawa. Ensuite, Kana a offert à Nakamura du koroguzu, un condiment typique d'Okinawa soba, fait à partir de piments trempés dans de l'awamori, une boisson alcoolisée locale. Nakamura a tellement aimé le goût qu'il en a mis de plus en plus dans sa soupe. Plus tard, il a remercié Ina avec des larmes aux yeux, mais il était en réalité ivre à cause du koroguzu. Il a remercié Ina pour tout ce qu'elle lui avait appris sur Okinawa, la qualifiant de merveilleuse et gentille. Cependant, le lendemain, Nakamura ne se souvenait de rien. Quelques jours plus tard, la chaleur était devenue insupportable. Nakamura a mentionné qu'il aimerait se bronzer, mais Ina, un peu agacée, lui a dit en dialecte qu'il sous-estimait le soleil d'Okinawa. Kana a traduit en expliquant que le soleil d'Okinawa est si fort que de nombreux touristes finissent à l'hôpital à cause d'insolation et de brûlures. L'indice UV à Okinawa est presque le double de celui de Sapporo, et à la plage, c'est encore pire à cause de la réflexion de la lumière sur l'eau. Kana a remarqué que Nakamura avait un peu bronzé depuis son arrivée à Okinawa, et Nakamura a plaisanté en disant qu'il pourrait bientôt ressembler à un véritable Okinawaien. Cependant, Ina a mentionné que les Okinawaïens qui vivent près de la mer ont des marques de sandales sur leurs pieds, ce qui a presque fait perdre à Nakamura ses pensées impures en voyant les jambes de Ina. Plus tard, un typhon a approché Okinawa. Nakamura était excité car c'était son premier typhon à Okinawa, mais il a été déçu d'apprendre qu'il ne serait pas très puissant. Les habitants d'Okinawa mesurent les typhons en hectopascal, une unité de pression atmosphérique. Les enfants étaient excités à l'idée de préparer des provisions comme du pain et des nouilles, tandis que Suzu et Kana prévoyaient d'aller au Tsutaya pour louer des DVD, car ils peuvent être regardés même pendant les pannes de courant. Nakamura a appelé son père, qui était coincé à Ishigaki en raison de la fermeture de l'aéroport. Profitant de l'absence de son père, Nakamura a décidé de se faire un festin avec des snacks et de jouer aux jeux vidéo. Cependant, quand le typhon a frappé, les arbres volaient et il y a eu une panne de courant. Nakamura, terrifié, a essayé de contacter ses amis, mais son téléphone était à plat. Il a alors entendu des bruits étranges et a vu quelqu'un frapper à sa porte, c'était Kana.